Alors, qu'est-ce qu'on entend par psychologie différentielle? Mhm. Alors, bien sûr, la psychologie différentielle est une branche de la psychologie générale. Et bien sûr, je parle bien de la psychologie, est une branche de la psychologie. Donc, alors, vous vous êtes déjà demandé pourquoi nous sommes tous uniques. Nous avons tous nos propres forces, nos faiblesses, nos goûts et nos personnalités. Qu'est-ce qui fait de nous que nous soyons tous des êtres uniques? C'est précisément cette question qui intéresse la psychologie différentielle. Donc, son objectif est de décrire, d'expliquer et de comprendre les différences qui existent entre les individus. En d'autres termes, elle cherche à répondre à la question: qu'est-ce qui fait de nous des êtres uniques? Donc, la psychologie, les fondamentaux, les racines de la psychologie différentielle remontent au 19e siècle avec les travaux de Francis Galton. Donc, depuis lors, ce domaine a connu un développement considérable. Aujourd'hui, la psychologie différentielle utilise une variété de méthodes pour étudier les différences individuelles. Alors, elle a trois sujets de prédilection. Trois. D'abord, elle étudie ce qu'on appelle l'intelligence. La différence d'intelligence, qui fait de nous, on est plus intelligent dans ce domaine plutôt que l'autre. Voilà, l'intelligence. Deuxièmement, les tests psychométriques. Les tests, vous avez deux genres de tests. Vous avez les tests psychométriques qui mesurent en fait tout la psyché, et vous avez les tests de QI, de l'intelligence. D'accord? Donc, donc, j'ai dit qu'elle était une branche de la psychologie, qu'elle est transversale, que son objectif, c'est d'étudier les différences psychologiques entre les individus. Donc, c'est-à-dire décrire, expliquer les différences, identifier les opérations traductrices de ces différences-là. Et donc là, on peut aussi remonter à la grande question, parce qu'elle, elle est vraiment, elle découle de cette idée philosophique de ce qui est inné et de ce qui est acquis. Qu'est-ce qui est en nous inné et qu'est-ce qui est en nous acquis? Regarde le truc. Alors, donc, son but, c'est de remonter aux origines de ces différences-là. Est-ce que c'est des différences qu'on a acquises ou là qui sont innées et pourquoi? D'accord. Donc, y compris quand elle va, ça se comprend quand elle va étudier ce qu'on appelle l'intelligence. Alors, et puis aussi la modification de ces différences, c'est-à-dire dans quelle mesure les dissemblances entre les individus peuvent être modifiées. Elle va aussi s'intéresser à l'étude, par exemple, des jumeaux. D'accord? Donc, on a dit qu'elle avait les deux, puis un troisième volet, ce sont les différences qu'il y a entre hommes et femmes. D'accord? Donc, trois trucs: intelligence, test psychométrique et différence de genre, ce qu'ils appellent. D'accord? Donc, intelligence, et puis les personnes à personnalité, et puis ce qu'ils appellent la différence des sexes. Oui, pour les tests, il y a des tests de personnalité et il y a des tests de compétences. Ils font l'intelligence. Ils sont beaucoup utilisés par les psychologues, et surtout le QI. Donc, la méthode, alors, elle utilise la psychométrie, c'est les mesures des QI, des tests. On a beaucoup de tests, notamment le test WISC, je crois. WISC, c'est un test très, très connu. Et puis, on a la psychologie cognitive aussi.
Alors, elle est souvent orientée, cette psychologie, donc, elle est souvent orientée vers l'éducation, donc vers les enfants, l'apprentissage, etc. D'où cette forme d'intelligence, les différentes formes d'intelligence, comment ils acquièrent cet apprentissage. Vers la psychopathologie aussi, pour faire les diagnostics différentiels. C'est-à-dire quoi les diagnostics différentiels? C'est-à-dire que lorsqu'on a deux pathologies qui ont les mêmes symptômes, on va essayer de les, de les comparer et de faire ce qu'on appelle une analyse différentielle pour déceler, pour faire un diagnostic. Un diagnostic qui se soit vrai, quoi. Et puis aussi, surtout pour l'orientation professionnelle. Ça, on va trouver ça, par exemple, pour les capacités, pour mesurer les capacités d'exercice des métiers. Par exemple, les ressources humaines. On peut utiliser ça. Donc, vraiment, quand on fait des détails, c'est pas, bon, les valeurs psychométriques, etc. Comment il y a la fidélité. Bon, c'est pas la peine. C'est très, la psychométrie, les tests, comment ils doivent être. Alors, il y a trois tests. Il y a ce qu'on appelle des tests d'aptitude. Et ce sont les tests psychotechniques, d'aptitude technique. Ce sont les tests psychomoteurs. Alors, il y a des tests, ils servent à étudier en fait les aspects globaux ou analytiques du fonctionnement intellectuel. C'est-à-dire qu'ils sont construits pour voir si la personne est apte dans une formation, là, elle est inapte. Surtout ça, c'est utilisé pour le recrutement. Et puis il y a les tests de personnalité, qu'on a souvent vus d'ailleurs, quand on avait parlé de l'énéagramme et d'autres. Et c'est des tests qui se sont sous forme de questionnaires, alors à partir de conduites observées ou de repères de manière habituelle. Ça s'appelle des tests projectifs, c'est-à-dire que le sujet va projeter sa personnalité à travers un matériel. Alors, ça demande de la manipulation matérielle. Ça, on voit ça surtout avec les enfants. Avec les enfants, on joue avec eux, il y a des jeux, et à travers ce jeu-là, on fait des tests pour voir en fait la personnalité. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les tests de connaissances scolaires ou professionnelles. D'accord? Alors, donc, tout ça, toute cette psychométrie, c'est pour standardiser l'observation, faire des définitions des dimensions, la fiabilité, etc., les conditions de mesure. Et bien sûr, il y a les items de cette... Bon, tout ça, je vais passer dessus. Ça ne sert à rien. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans cette psychologie différentielle, c'est d'abord l'intelligence. J'aime beaucoup parce que l'intelligence est un concept central en psychologie. Mais qu'est-ce que l'intelligence? Donc, elle définit l'intelligence. Au fil des années, de nombreux chercheurs ont proposé différentes théories pour répondre à cette question. Certaines théories mettent l'accent sur une intelligence générale, tandis que d'autres sur des intelligences de multiples, comme par exemple l'intelligence émotionnelle. Ça, on le retrouve un peu dans le coaching, dans la thérapie aussi. Et puis, alors, elle est appliquée souvent dans de nombreuses applications pratiques dans notre vie quotidienne, comme j'ai dit, en éducation. Elle permet d'adapter l'enseignement aux besoins individuels de chaque élève. Ça, vous allez le voir en coaching scolaire, par exemple, si vous avez fait du coaching scolaire. En entreprise, ça, c'est le coaching top management. Elle aide à sélectionner les candidats les mieux adaptés à un poste, si vous répondez au profil, et à développer les compétences des employés. Et en psychologie clinique, ce qui nous importe, elle contribue bien sûr au diagnostic et au traitement des troubles mentaux, comme par exemple quand la psychopathologie, quand elle va faire, avec ces tests-là, certains tests bien sûr qui sont adaptés à ça. Les tests, c'est vaste, c'est un monde. Et d'ailleurs, il y a des psychologues qui se spécialisent dans les tests.
Ils font rien d'autre que les tests. Parce que ça coûte hyper cher et ils se font de la thune. Les tests. Alors, et le volet le plus important, بالنسبة لي, qui va nous intéresser tous, parce que c'est ça notre boulot, c'est en fait les différences qu'il y a entre les hommes et les femmes. Et c'est ça le plus important, et d'avoir l'objet vraiment de mon intervention. Alors, je m'arrête là. S'il y a des questions, s'il y a des choses, si vous voulez, Hada, et puis on attaque le plus important. Voilà. Je suis à vous. J'ai apprécié l'intelligence différentielle, elle porte sur plusieurs volets, l'entreprise, le scolaire et thérapie. Donc, on peut savoir par rapport à l'intelligence, c'est très important. Par rapport pour le recrutement, c'est intéressant. Donc, là, on peut faire ressortir pas mal de choses pour le travail, à savoir à travers les tests et à travers même à travers les tests et quoi d'autre, et la différence entre l'inné et l'acquis. C'est-à-dire qu'à travers l'introduction de la Tessia Boshra, on peut faire sortir pas mal d'éléments d'autres recherches pour découvrir davantage, pour apprendre davantage. Très intéressant. Pour moi, il n'y a pas de question par rapport aux autres. Qu'est-ce que vous pensez? Je voulais que ça soit light parce que ça ne sert à rien de rentrer dans l'épistémologie, parce que c'est que du remplissage d'outils de boulot. Mesdames, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Bonsoir. Salut Amina. Ça va, le bas alikoum? Ça va, alhamdoulilah. Vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, Allahumma lakal hamd. En fait, c'est très intéressant. Mais j'ai une question. En fait, à travers ce que tu as expliqué, c'est plus un moyen de diagnostic. Mais comment on fait pour utiliser de la psychologie en thérapie, pour traitement? Là, on ne l'utilise pas dans un traitement. D'ailleurs, ça c'est la psychologie différentielle. C'est une psychologie qui vient de naître. Elle est pas très vieille. Et elle s'est intéressée à ces 3 points. C'est-à-dire qu'en thérapie, on peut l'utiliser, par exemple, c'est pas nous qui allons l'utiliser, mais c'est surtout la psychopathologie, donc c'est la psychiatrie, donc c'est les médecins dans les diagnostics des pathologies. Là, on va l'utiliser, le volet, il va venir de comprendre en fait les différences qu'il y a entre les hommes et les femmes. Parce que si on comprend ça, on va ouvrir une autre porte sur en fait comment on va communiquer. On va mieux communiquer avec les personnes qu'on aura, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Et même aussi la thérapie de couple, tout ce qui est relationnel. Mais ça va venir. Ça, ce que j'ai dit là, c'est une introduction globale pour mettre, si tu veux, mettre le décor, planter le décor. Voilà. Mais le plus important, c'est ce qui va venir. C'est justement, c'est la différence entre les sexes. C'est ça le plus important dans cette. Pour compléter la réponse de Bouchra, juste la question d'Amina, elle est très utile. En quoi on peut utiliser la psychologie différentielle? Ça d'une part, d'autre part, elle peut être utilisée pour le placement des personnes ou le recrutement ou mettre la personne en termes de poste. Donc, ça peut aider les RH comme formation. Ça peut aider également les enfants en termes d'intelligence ou là, les adolescents en termes d'orientation professionnelle. L'orientation professionnelle, ça aide énormément parce que c'est un élément très important. Chaque personne est unique. Donc, unique, ils ont pu ressortir des éléments que ce soit l'orientation professionnelle, en termes de formation et aussi en termes d'études de personnalité et la compatibilité entre les couples.
des personnes, couple, il est فهمتي كل واحد, donc ça peut aider. D'ailleurs, هضرات على l'énéagramme et les personnalités, من غير la différence entre l'homme et la femme, هادشي اللي غتهضر عليه بشرى, ça va nous aider également de comprendre la nature ديال ماشي la personnalité ديال الرجل وديال المرأة et pourquoi ça ne marche pas et pourquoi ça peut marcher. Donc ça peut être utile certaines volets. Et ça peut être utile tant côté coaching et côté thérapie. Il a بحثنا فيه davantage. على حسب إلا si vous vous spécialisez مثلا في واحد de domaine bien précis. Mais ça reste toujours intéressant. Merci beaucoup vous Amina pour la question. Très utile. Merci. Coucou tout le monde. En fait, on va travailler avec des tests, c'est ça. Ça, on travaille avec des tests. Bouchra? Oui, il y a les tests, il y a la psychométrie. Alors, il y a trois choses. Il y a la personnalité, les tests de personnalité. Il y a le recrutement, les tests d'aptitude. Et il y a le coaching scolaire, donc travailler beaucoup avec les enfants, les différentes intelligences et les différentes aptitudes et connaissances scolaires. Et il y a donc il y a ça, et il y a aussi la différence entre les sexes. Et c'est ça ce que je vais dire maintenant. Pour mieux communiquer, en fait, entre un homme et une femme. Donc ça va nous intéresser, nous, pour si on a, par exemple, un patient homme, on va être capable de décrypter ce qu'il veut dire, parce qu'on va comprendre comment un homme fonctionne, et vice-versa. Ok, pardon, tu as parlé des tests psychométriques et des tests pour l'intelligence, c'est-à-dire quelles sont les méthodes, à ton avis, les plus fiables pour mesurer les différences entre les individus? Les méthodes les plus fiables? Il n'y a pas de méthode fiable. Justement, en psychologie, on n'affirme rien. D'ailleurs, c'est un truc que tous nos profs, ils nous disent ça. Il faut bannir ce que c'est affirmer. Mais la plupart des psychologues vont, par exemple, pour mesurer l'intelligence, vont aller vers le test du QI, là, le WISC. Ça s'appelle le WISC. Mais il y a d'autres tests tout autant intéressants. Je ne les connais pas tous, mais il faut chercher sur Internet. Mais on ne se fie pas sur les tests pour faire des diagnostics ou pour faire un accompagnement. Ce ne sont que des outils sur lesquels on s'appuie pour nous donner des directions. Mais ce n'est pas l'élément majeur pour faire un diagnostic. Pour faire un diagnostic, il y a l'écoute, il y a l'anamnèse, il y a d'autres signes qui sont là, qu'il faut interpréter. Il faut être très observateur, il faut être à l'écoute et patient, bien sûr, parce que on peut faire de diagnostic qu'au bout de la cinquième séance. Et après du bon travail d'analyse. Je dirais même pas, je vais pas aller jusqu'à l'introspection, mais aussi l'introspection est une façon de faire avec la psychanalyse aussi. On peut l'utiliser dans certains cas, et la TCC et ainsi de suite. On a tous les autres. Mais ces tests, ils vont nous donner des résultats quand même sur lesquels on va se baser pour faire des analyses, pour faire sortir des données. Oui, mais ils peuvent ne pas être bien sûr. Parce qu'ils dépendent. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce qu'ils dépendent en fait de l'environnement, du contexte, la situation dans laquelle se trouve la personne qui est en train de passer le test. Donc, à ce moment-là, dans cette situation-là, en faisant le test de telle heure à telle heure, par exemple, il était dans une phase de quiétude ou de latence ou je ne sais pas quoi. On a pu faire ce test-là. Il nous a donné ça. Mais est-ce que ça veut dire réellement ça? C'est réel à 100%? Non, c'est indicatif. Ça reste toujours indicatif.
D'ailleurs, mais il y a des psychologues qui se sont spécialisés dans les tests. Dans les tests. Et ça coûte excessivement cher. Notamment le test du Ouais, QI, surtout pour les enfants. Si vous avez d'autres questions. Et comment on peut intégrer la psychologie différentielle aux pratiques de coaching, c'est-à-dire pour... Aux pratiques de coaching. Ouais. Oui, on peut l'intégrer justement en prenant en compte qu'il y a toujours que chaque personne est unique et que quand on a une personne, il faut être là et entièrement avec la personne et qu'elle est unique et il ne faut pas la catégoriser et il faut essayer de trouver en fait ce qui la différencie des autres. Voilà. Et plus concrètement, ben, on va travailler sur ça, on va découvrir ses différentes aptitudes, ses intelligences, sa façon de raisonner, mais c'est toujours dans un contexte parce que vous n'aurez pas, par exemple, un patient qui souffre, par exemple, qui souffre d'anxiété, qui va venir passer un test d'intelligence. Non, vous aurez, ça c'est dans le contexte bien défini, celui de l'éducation, de l'apprentissage, du monde du travail, du monde sportif aussi, là où il y a la performance. Voilà. Si Madame Rachida, elle a d'autres choses à rajouter. Alors, tout à fait, Bouchra. Effectivement, la psychologie différentielle va nous aider. Surtout puisque il y a la question d'Yel Fatiha, c'est par rapport au coaching. Alors, le coaching, Bouchra. Le coaching scolaire, ça nous aide. Il y a le test les différentes formes d'intelligence. D'accord? Intelligence kinesthésique, mathématiques, et ainsi de suite, d'accord? Donc, dans le coaching scolaire, ça aide énormément. Par rapport à l'entreprise, ça aide par rapport à la gestion de conflits, de l'équipe, puisqu'il y a personnalité. Ça peut aider également le RH. Et parmi les tests qu'on peut utiliser, il y a également à la raison Internet, il y a le test d'aptitude technique, test de personnalité, test projectif, les home. Donc, ça aide scolaire, entreprise, performance. La thérapie, ça aide tout ce qui est thérapie de couple. Ça peut aider énormément. Surtout par rapport à la différence entre l'homme et la femme et tout ce qui est inné, tout ce qui est acquis. On peut le compléter par la psychologie sociale aussi. Donc, voilà. Donc, c'est tout ce qui est performance et la raison. Voilà. C'est ce que je peux dire. D'accord. Très bien. Donc, si vous n'avez pas de questions, j'ai hâte de savoir la différence entre la femme et l'homme. Donc, c'est bon, j'y vais. Alors, quoique on dit que les hommes et les femmes sont égaux, mais ils sont différents. C'est sûr. Alors, donc, pourquoi ils se sont intéressés à étudier la différence entre les sexes? Tout simplement, c'est parce que ils ont constaté qu'il y avait des dangers à minimiser, en fait, les différences qu'il y a entre les femmes et les hommes. C'est-à-dire de dire, ah, bah, la femme est comme l'homme et l'homme est comme la femme. Et comme, bien sûr, d'après eux, mais je crois que c'est la même chose, que, en fait, ils ont trouvé qu'il y avait une incompréhension entre les sexes et qu'il y avait une prédominance de la société patriarcale, que c'est le masculin, et bien que maintenant ça s'inverse, et que les hommes ne comprenaient pas la réaction des femmes à leurs paroles. Donc la psychologie culturaliste, c'est-à-dire elle dépend des cultures, depuis les années 50, a voulu minimiser les différences hommes et femmes et traiter le sexisme, ce qui voulait s'y intéresser. Alors, les difficultés relationnelles des couples nous obligent à revoir cette attitude. D'ailleurs, d'après les statistiques de
l'OMS, sur plus de 50% des couples, oui, plus de 50% des couples divorcent ou divorceront, surtout la 4e ou la 5e année de vie commune. L'augmentation du taux de divorce entre 1960 et 2010 a fait que ça a dépassé les 300%. Une psychologue qui s'appelle Deborah Tannen, elle a essayé de comprendre. Alors, elle a dit que, je la cite, « Comprendre les différences qui existent entre nous nous permet d'en tenir compte, de nous y adapter et d'apprendre du style de l'autre. » Donc, 3 choses nous permet d'en tenir compte. Donc, c'est ce que nous, on va chercher. On en tient compte. En nous y adaptant, c'est-à-dire nous adaptons nos réactions. Et nous apprenons aussi du style de l'autre. Alors, les différences, elles sont nombreuses. D'abord, il y a des différences anatomiques, il y a hormonales, biologiques, génétiques, gonadiques, psychologiques et comportementales. Je vais les citer vite fait, parce que ça va faire très long. Il y a beaucoup ceux qui sont hormonales, je crois, et anatomiques. Je vais m'attarder dessus. Alors, reléguée dans l'ombre par le mouvement féministe du siècle dernier, la psychologie différentielle des sexes refait surface depuis une dizaine d'années, grâce aux récentes découvertes de la neuropsychologie moderne, de la neuropsychologie moderne et de la psychologie dite évolutionniste. Évolutionniste, ça doit vous rappeler Darwin et la théorie de l'évolution, c'est-à-dire l'évolution de l'espèce humaine. Cette nouvelle science de l'homme et de la femme intègre les données de la génétique, de la biologie, de la sexologie et de la chimie, en particulier celles concernant le cerveau humain. Donc, ils sont arrivés à dire qu'il y avait une sexualisation du cerveau. C'est-à-dire, c'est lui qui est responsable des différences qu'on observe entre les hommes et les femmes. Ça veut dire que s'il y a une différence entre hommes et femmes, c'est qu'il y a une différence anatomique, c'est-à-dire notre cerveau. Donc, allez, on va... Alors, on va commencer par les différences biologiques, d'accord? Alors, les hommes et les femmes sont semblables à 97,83%. Imaginez ça, moi je ne savais pas. Je pensais qu'on était prêts, mais non. Ce sont 2 êtres humains partageant les mêmes instincts et les mêmes besoins. La source des différences tient à très peu de choses. Un chromosome sur 46, soit 2,17%. Il y a un chromosome de différent entre nous. Cette différence est toutefois inscrite dans chacune des cellules des êtres humains. Reléguée dans l'ombre par le mouvement féministe du siècle dernier, la psychologie différentielle des sexes refait surface donc depuis une dizaine d'années, donc en Europe, etc. Cette nouvelle science de l'homme et de la femme intègre les données de c'est ce que j'ai dit. Donc le cerveau n'est pas un organe mécanique, il est le siège de notre personnalité, il est notre jeu. D'accord ? Le cerveau est le lieu d'intégration de la culture et de la nature. D'ailleurs, on revient vers l'inné et l'acquis. La nature, c'est l'inné, la culture, c'est l'acquis. D'accord ? La nature étant ici considérée comme un héritage génétique individuel, millénaire, dont on ne
peut pas faire abstraction en une génération ou deux. Ce cerveau est fortement influencé par les hormones sexuelles, lesquelles sont à l'origine des différences au niveau de la structure du cerveau, de la latéralisation des hémisphères. Donc, bien sûr, vous savez que le cerveau, il y a l'hémisphère droit et gauche, de la composition et de la densité des différents lobes, cervelés et corps calleux. Ce cerveau influence aussi les aptitudes et les habiletés de l'homme et de la femme, leurs aspirations et leurs priorités respectives, leur perception du monde et leur façon d'entrer en relation et de communiquer. Donc, en résumé, ce qui nous différencie, c'est notre jeu, et notre jeu, il est dans notre petite boîte noire qui diffère des hommes et des femmes, et qu'il y a un chromosome qui est différent entre les hommes et les femmes. Donc, la sexualisation du cerveau est le véritable responsable des différences qu'on observe. Donc, par exemple, les maladies, tant physiques que mentales, spécifiques à chaque sexe. Actuellement, c'est ce qu'ils sont en train d'étudier. Le fait que la femme est axée sur la communication et l'homme sur l'action. Les différences au niveau de l'utilisation du langage. L'espérance de vie. L'intuition féminine et la logique masculine. Les réactions émotives et évidemment le comportement sexuel et génital. Les hommes et les femmes ont des difficultés à se comprendre, tout simplement parce qu'ils vivent dans deux mondes différents et que contrairement à leurs croyances, ils ne parlent pas le même langage. La différence est minime, 2,17, mais lourde de conséquences. Qu'est-ce qu'un homme ? En quoi est-il différent de sa compagne? Sans entrer dans tous les détails des spécificités masculines et féminines, voici des différences significatives mises en évidence par cette nouvelle science de l'homme et de la femme et par la neuropsychologie. Donc même la neuropsychologie, d'ailleurs, elle s'intéresse à ça. Alors, donc, on va parler des différences génétiques. Alors, le sexe du fœtus commence à se différencier à la sixième semaine de gestation sous l'influence du code génétique de la 23e paire de chromosomes. Le syndrome de Turner X0 et le syndrome de Klinefelter, je ne sais pas quoi, confirment que le sexe de base est le sexe féminin. Je ne savais pas ça. Et le sexe masculin, une spécialisation de la nature féminine. Imaginez ça. Ils ont découvert que, en fait, le sexe de base est le sexe féminin. C'est-à-dire que, normalement, on devrait tous naître féminin. C'est-à-dire femme. Et le sexe masculin, c'est une spécialisation de la nature féminine pour assurer une meilleure stratégie de survie de l'espèce humaine. Pour preuve, à ma connaissance, il n'existe aucun syndrome YY ou YYY. Nous savons aujourd'hui que le chromosome Y est associé à une plus grande énergie agressive, une plus grande masse musculaire et aux aptitudes visio-spatiales. Ça, c'est l'homme. Le chromosome X, lui, alors, homme, chromosome Y, donc il a une plus grande énergie agressive, une plus grande masse musculaire et des aptitudes visio-spatiales. Les chromosomes X, quant à lui, est relié à la petitesse, à la finesse corporelle et aux aptitudes verbomotrices. Le décodage de l'ADN nous révélera probablement d'autres informations très riches au sujet de ces différences. Nous sommes peut-être des êtres beaucoup plus biologiques que nous le croyons. Alors, maintenant les différences gonadiques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par gonadique? Donc, on va parler en fait de l'appareil de reproduction et chez l'homme et chez la femme. Donc, les ovaires produiront tout au plus 400 ovules
et chacun prendra 28 jours pour atteindre la maturité. Les testicules, quant à eux, produisent 1 demi-million de spermatozoïdes en 48 heures. Et ça fait une différence. Chaque ovule constitue donc un petit trésor dans le processus de la reproduction. Pourrait-on inférer de ce fait biologique le comportement plus inclusif de l'homme, de la femme? Aux culturalistes qui taxent ces observations de simplistes, nous répliquons que la nature est par essence économique. La vérité est simple et élégante, et les choses fausses sont compliquées et troubles, comme dit Ger Lévy. Alors, maintenant, les différences hormonales. Est-ce que vous suivez, c'est bon ou est-ce que... Oui, tout à fait, c'est intéressant. Est-ce que c'est barbant? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que c'est pas du tout intéressant? Qu'est-ce que vous en pensez? Je continue ou c'est pas... Bouchra, moi je trouve que c'est intéressant. Oui. Si, c'est intéressant. Oui? Oui, bien sûr. On te suit. Oui, c'est intéressant. Je ne comprends pas votre enthousiasme. C'est intéressant. Oui, On vous suit. Bouchra, ce qui m'a intéressé, vraiment ce qui m'a plu, c'est le fait que c'est la femme, c'est la source. Par la suite, ça devient un homme. Non, on est la source. Et vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Ça va vous changer votre façon de voir justement le monde coulo. Là, les femmes, voilà les hommes. Alors, les différences hormonales. Bien sûr, la progestérone et les œstrogènes, considérés comme des catabolisants, sont responsables de la longévité de la femme, mais aussi de sa tendance à la dépression et aux phobie. Voilà, c'est pas une petite chose. Grâce à elle, la femme supporte mieux le stress, mais son caractère subit les effets de la tension prémenstruelle. La production de progestérone en montagne russe apprivoise la femme aux émotions, stimule son intelligence intuitive et verbale, mais semble aussi associer ses sauts d'humeur à l'anorexie mentale et à la boulimie. D'accord. Ça, c'est sûr, hein? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des pathologies qui sont beaucoup plus féminines en psychologie. La testostérone et les androgènes, considérés comme des anabolisants. Alors, les premiers, c'est des catabolisants. Les deuxièmes, c'est des anabolisants. Affaiblissent le système immunitaire, mais sont associés au comportement plus intrusif de l'homme. Grâce à elle, l'homme aura une intelligence mathématique et visio-spatiale. Ce sera plus compétitif, mais aura plus de troubles du langage, sera plus susceptible de faire des crises cardiaques ou être schizophrène ou criminel. Par contre, il possède aussi plus de possibilités d'être un génie ou un solitaire. La testostérone est aussi reliée à l'hyperactivité. Donc là, vous voyez que même au niveau de la pathologie, on n'est pas pareil. Donc, les petits-enfants, c'est sûr que les garçons vont développer beaucoup plus de problèmes de langage, de troubles de langage, vont être beaucoup plus hyperactifs et ainsi de suite. Et beaucoup plus solitaires, le QI peut-être. Bon. Alors, les différences anatomiques. Alors, le corps féminin et le corps masculin sont des homologues. Aucun ne possède une structure que l'autre ne possède pas. Cependant, les différences tiennent à la répartition, c'est-à-dire à la forme, à la grosseur et à la densité de ces structures et à leur influence. Chaque partie génitale possède un équivalent chez l'autre sexe, sauf que les unes sont faites pour être intrusives et les autres réceptives. Cela signifie d'ailleurs aller ensemble.
La maturation de l'anatomie diffère d'un sexe à l'autre. À l'avantage des filles qui commencent à ramper, s'asseoir, marcher, sourire et parler plus tôt. La culture n'a rien à y voir. Ce retard des garçons se manifeste aussi dans l'acquisition de la maturité sexuelle. 12,5 chez les femmes, chez les filles et 14,5 pour les garçons. Par contre, le garçon n'a pas besoin d'apprendre à orgasmer, tout simplement parce que l'éjaculation est nécessaire à la reproduction. Certaines différences anatomiques sont évidentes, mais d'autres moins apparentes sont souvent source de mésentente. L'acuité auditive de la femme est plus développée après la grossesse. Son olfaction est jusqu'à 10 fois supérieure à celle de l'homme. La femme, elle sent beaucoup plus que l'homme. Elle est plus sensible au toucher. Seule l'acuité visuelle diurne, c'est-à-dire l'acuité, c'est-à-dire la capacité de voir la nuit, diurne, est plus développée chez l'homme. Ça, moi, je ne le savais pas. C'est-à-dire que les hommes ils ont une acuité visuelle supérieure à celle d'un femme la nuit. Alors, non, excusez-moi, Bouchra, s'il vous plaît. Oui. Vous avez dit l'acuité visuelle diurne, c'est le jour. C'est le jour diurne ou c'est pas la nuit? La nuit, c'est nocturne. Eh bien, c'est bon. Oh ben, je me suis trompée. C'est bien que tu rectifies. Nocturne, alors. Oh ben voilà. D'accord. Voilà. Alors, les cerveaux aussi sont différents. Alors, les mesures anthropométriques du 19e siècle n'avaient tenu compte que du poids du cerveau pour établir la suprématie de l'homme sur la femme. Ils ont vu que, bon. Alors, on sait aujourd'hui que c'est plutôt le poids du cerveau en rapport avec le poids du corps qui explique la supériorité du cerveau humain. De plus, comme le cerveau de la femme est plus dense, à poids égal, la femme serait 3% plus intelligente. Bien que les deux cerveaux possèdent les mêmes structures, ils présentent des différences importantes pouvant là aussi expliquer certaines différences hommes-femmes. Chez l'homme, l'hémisphère droit est plus développé. Cet hémisphère plutôt holistique se spécialise dans l'expression des émotions, la compréhension, l'exécution des tâches visuelles et la perception des relations spatiales. L'hémisphère gauche est le siège de la logique, du raisonnement, de la pensée rationnelle, du langage. Cela semble paradoxal, puisque l'on croit que c'est l'homme qui est rationnel et pas la femme, et la femme est émotive. À moins que la rationalité des hommes ne soit qu'une parade pour mieux gérer leurs émotions, et que les femmes savent beaucoup mieux que les hommes exploiter leurs émotions. Ça, c'est une question. Pour Yannick Villedieu, l'hémisphère gauche est celui qui enfile les perles une à une dans un collier, alors que l'hémisphère droit est celui qui voit le collier autour du cou. Donc nous, les femmes, on va enfiler les perles une à une. L'homme, il aura une vision globale. Nous, c'est dans le détail. Une deuxième différence réside au niveau du corps calleux, large bande médulaire blanche qui réunit les deux hémisphères et qui donne accès à l'information emmagasinée dans l'ensemble du cerveau. Ce corps calleux est 40% plus développé chez la femme, ce qui lui donnerait un accès plus grand et plus rapide à son cerveau émotif et à son cerveau logique.
Exemple, en colère, une femme peut énumérer toutes les gaffes que son partenaire a faites au cours des 10 dernières années, au minimum. Mission impossible pour l'homme, pour lui, gagner ou perdu, game is over. C'est pas la même chose, hein? C'est pas la même. Alors, une troisième différence a trait au système limbique droit. L'hypothalamus est l'élément le plus important. L'hypothalamus gère 4 fonctions corporelles appelées l'alimentation, l'accès de fuite, l'agressivité et l'activité sexuelle. Si vous voulez, je répète. L'alimentation, l'accès de fuite, l'agressivité et l'activité sexuelle. L'hypothalamus est 2 fois plus gros chez l'homme. De plus, l'hypothalamus qui contrôle la circulation des hormones dans le corps aurait été fortement influencé par les hormones sexuelles avant la naissance. L'hypothalamus serait donc notre véritable organe sexuel et c'est lui qui sexualiserait notre cerveau, notre corps et de ce fait notre comportement sexuel et probablement de nos attitudes et de nos comportements. Chez l'homme, l'hypothalamus ne peut interpréter deux types d'informations à la fois, tandis qu'il peut le faire chez la femme, même si celui-ci est plus petit. Concrètement, cela veut dire que le cerveau de l'homme est unifonctionnel, alors que celui de la femme est plurifonctionnel, ce que l'on peut facilement observer dans la vie quotidienne. En résumé, il est de plus en plus évident que le cerveau de la femme est moins latéralisé et travaille d'une façon plus globale, alors que le cerveau de l'homme fonctionne de façon spécialisée et structurée. Le cerveau féminin présente une distribution plus diffuse de ses aptitudes, alors que celui de l'homme présente une distribution plus localisée de ses aptitudes. Le cerveau de la femme fonctionne comme un radar et a facilement accès à l'ensemble de ses ressources. Le cerveau de l'homme fonctionne quant à lui comme un télescope. Il en est de même pour la vision. La femme possède une vision grand angle et l'homme une vision télescopique. C'est pourquoi il ne retrouve pas le beurrier que sa femme n'a pas remis à la même place dans le réfrigérateur. Voilà. Alors, les différences psychologiques et comportementales. Il serait illusoire et tout à fait antiscientifique de croire que tant de différences génétiques, gonadiques, hormonales, anatomiques et cérébrales ne puissent avoir des répercussions, bien sûr, sur la psychologie et le comportement de l'homme et de la femme. L'homme et la femme sont égaux, certes, mais différents. Nous savons depuis longtemps que la moyenne obtenue par les femmes au sous-test d'intelligence qui font appel aux aptitudes verbales est toujours supérieure à celle obtenue par les hommes. De même, la moyenne obtenue par les hommes au sous-test d'intelligence qui font appel aux aptitudes visio-spatiales est toujours supérieure à celle obtenue des femmes. En moyenne, parce qu'il existera toujours des différences individuelles, bien sûr. On ne peut jamais généraliser. Il y a des exceptions dans tout. Mais cela expliquerait la plus grande facilité des femmes pour la communication verbale et l'apprentissage des langues et la plus grande facilité des hommes à se retrouver dans le temps et l'espace. Lire, par exemple, une carte géographique. Ce qui ne veut pas dire qu'il existe une différence quantitative entre les deux intelligences, mais plutôt une différence qualitative. Et il ne faut surtout pas oublier que ces différences sont en termes de moyennes statistiques et non pas de différences individuelles. De plus en plus d'auteurs osent l'affirmer. D'après Tannenbaum, c'est un psychologue, il existe 4 modes de perception de la réalité. Les modes physiques,
intellectuelle, émotionnelle et spirituelle, dans le sens relationnel du terme. Alors que les femmes peuvent plus facilement naviguer de l'un à l'autre mode, donc il y a quatre modes. Il y a le mode physique, il y a le mode intellectuel, et il y a le mode émotionnel et spirituel. Alors que les femmes peuvent plus facilement naviguer d'un mode à l'autre, l'homme serait plus à l'aise sur les modes physiques et intellectuels. L'homme, par exemple, a des pensées tristes ou heureuses. Donc, c'est intellectuel. Il est dans le mental. Et il exprime ses sentiments avec son corps physique. L'action est sa priorité. La femme, quant à elle, ressent la tristesse et peut même avoir des émotions sans raison aucune, ce qui est très difficile à comprendre pour l'homme. D'accord. Alors que l'homme exprime sa spiritualité de façon physique ou intellectuelle, la femme vit et décrit son expérience spirituelle de façon directe, en termes émotifs. La relation entre elle et l'environnement est sa priorité, alors que l'action sur l'environnement serait celle de l'homme. Alors, on peut s'arrêter là pour expliquer ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la relation entre la femme et l'environnement, c'est sa priorité. Donc, la femme, elle est beaucoup plus dans le social, elle tisse beaucoup plus de rapports avec les gens, avec son environnement. Alors que l'action sur l'environnement, alors que l'homme, plutôt, il cherche à changer, à agir. Quoi qu'il puisse évidemment y avoir des exceptions, il serait illusoire et tout à fait antiscientifique de croire que les différences génétiques, gonadiques, etc., ne se manifestent pas dès le plus jeune âge et n'influencent pas la psychologie et le comportement de l'homme et de la femme. Si la psychologie différentielle des sexes du siècle dernier a fait l'erreur d'utiliser l'homme comme norme pour pouvoir inférioriser la femme et l'emprisonner dans des rôles subalternes limités à la grossesse, à l'éducation des enfants et à la nourriture, il serait tout aussi erroné de croire que nous sommes identiques. Les efforts faits par le culturalisme et le féminisme pour éliminer le sexisme et la discrimination sexuelle n'a quand même pas fait de l'homme un être identique à la femme ou vice-versa. L'homme et la femme sont égaux mais différents qualitativement et non quantitativement. Des livres tels que Découvrir nos différences de Joe Tannenbaum, L'homme vient de Mars, la femme vient de Vénus de John Gray, décidément, un autre qui s'appelle Décidément tu ne me comprends pas de Deborah Tannen, Les secrets sur les hommes que les femmes devraient connaître de Barbara Angelis ne sont que quelques exemples de livres qui ont été écrits sur les différences psychologiques et comportementales entre les hommes et les femmes. Sans entrer dans les détails, voici un survol de quelques-unes des conclusions de ces auteurs, conclusions basées sur leurs recherches scientifiques ou leurs expériences cliniques empiriques. Alors, pour l'homme, l'émotion est l'expression d'un problème, un conflit. Il s'agit alors pour lui de trouver la source de l'émotion pour pouvoir la faire disparaître et retrouver la paix de son esprit. Vous voyez, il intellectualise la chose. L'émotion est l'expression d'un problème. Pour la femme, l'émotion n'est pas l'expression d'un problème, mais elle est un prétexte à la relation. Elle veut l'exprimer, la partager et recevoir les émotions des autres en retour. Ça, c'est très important. Si une femme exprime une émotion à un homme, ce dernier imagine automatiquement qu'elle fait partie du problème, qu'il est là ou une des causes de l'émotion. Il peut alors
réagir par la défensive ou offrir des solutions pour résoudre ce qu'il perçoit comme un problème. C'est ce qui fait croire à la femme que l'homme cherche à la réparer ou qu'il cherche toujours à ce qu'il ait le dernier mot, puisqu'il traduit l'émotion en termes intellectuels. La sociolinguiste de Vatanen est analyser et décortiquer les styles de conversation entre les hommes et les femmes pour essayer de comprendre pourquoi ils ont tant de difficultés à communiquer entre eux. Elle a aussi démontré que les hommes parlaient tout autant que les femmes, sauf qu'ils ne parlaient pas dans les mêmes circonstances et des mêmes sujets, ni pour les mêmes objectifs. Circonstances, sujets et objectifs ne sont pas les mêmes. Pour elle, la communication mâle-femelle est une communication interculturelle. Il y aurait plus de différences dans la façon de communiquer entre l'homme et la femme qu'il y en aurait entre le macho québécois, le cow-boy américain et le samouraï japonais. Imaginez. Les femmes se réfèrent à un langage de rapport et d'intimité. Elles utilisent le langage pour être en relation et pour exprimer leurs états d'âme. L'homme utilise le langage pour donner, aller chercher de l'information. Pour l'homme, le langage possède une fonction utilitaire et est utilisé pour préserver son indépendance. Les hommes parlent de faits objectifs, les femmes de connexion affective. La femme parle davantage dans l'intimité, alors que l'homme veut profiter de l'intimité pour se reposer et refaire le plein d'énergie en silence. C'est là où il y a les problèmes. C'est quand ils ne se comprennent pas. Alors, l'homme parle davantage lorsqu'il a un public. L'homme fait des discours que les femmes font semblant d'écouter. Car pour elles, c'est l'intimité qui importe et non le statut. De plus, les hommes ne parlent en public que lorsqu'il n'y a qu'une seule personne à la fois qui parle. Alors que les femmes vont plus facilement parler en public lorsque plus d'une voix se fait entendre. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus de John Gray et est devenu un best-seller aux États-Unis et se vend très bien dans sa traduction française parce qu'il exprime de façon simple, concise et concrète ce que la majorité des gens ont instinctivement perçu. Il y explique que les valeurs primordiales du martien sont la compétence, le pouvoir, l'efficacité et l'accomplissement. Qu'il s'intéresse davantage aux choses et aux objets, qu'il est important pour lui de prouver sa compétence et d'atteindre ces objets par lui-même, que de demander de l'aide. D'ailleurs, alors, s'il demande de l'aide, c'est un signe de faiblesse, qu'il est honoré lorsqu'on fait appel à ses connaissances et qu'il ne sait pas que le fait de parler de ses problèmes n'est pas une invitation à offrir une solution. C'est pas comme les femmes. Un homme, quand il parle de ses problèmes, il ne faut pas que la femme cherche à les solutionner. Il va comprendre, lui, ce qu'il va comprendre, c'est qu'il n'est pas à la hauteur. C'est qu'on le trouve qu'il n'est pas à la hauteur. Il y explique aussi que la vénusienne valorise surtout l'amour, la communication, la beauté et les relations. Qu'elle s'intéresse davantage aux personnes et aux sentiments. Qu'il est important pour elle de se sentir aimée pour elle-même, que d'offrir de l'aide est une marque d'affection. Donc lui, ce qu'il prend pour de la faiblesse, elle va le prendre comme une marque d'affection. Qu'elle est honorée que l'on ait des marques d'attention pour elle, que de parler de ses problèmes est une ouverture sur autrui et une marque d'amour. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui vont venir nous voir pour nous dire leur mari ou leurs hommes
ne leur parle pas ou ne s'exprime pas. Il y aura toujours des problèmes de communication, d'expression. Parce que la femme, elle attend toujours de l'homme, de la marque d'amour qui est le fait de l'exprimer. Alors, pour se sentir mieux, le martien, lui, il va s'isoler. La vénitienne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va téléphoner. Les copines. Elle doit parler. Le martien, donc, veut faire l'amour pour régler une dispute. La vénitienne veut régler la dispute avant de faire l'amour. Le martien offre un bouquet de 24 roses pour prouver son amour. La vénitienne préfère recevoir 24 fois une rose et de préférence différentes à chaque fois. Le martien achète la paix par le silence, ne sachant pas qu'il provoque la guerre. Pour la vénitienne, qui, elle, ne sait pas que de le forcer à parler avant qu'il ne soit prêt à le faire est une déclaration de guerre qui amène le martien à se retirer davantage. À exploser si la vénitienne continue de vouloir entrer en relation. Ça peut arriver, ça, quand par exemple, l'homme, il est assis, il ne parle pas, il est en train de réfléchir, et la femme, elle veut à tout prix le faire parler. Le martien a besoin d'une raison pour parler. La vénitienne parle en plus pour le plaisir de parler. Le martien a besoin d'espace. La vénitienne a besoin de compréhension. Le martien a besoin de confiance, d'acceptation, d'appréciation, d'admiration, d'approbation et d'encouragement. La vénitienne a besoin d'attention, de compréhension, de respect, de dévotion, de valorisation de ses sentiments et d'assurance. Vous me donnez une minute, s'il vous plaît? Une petite minute. Voilà. Excusez-moi, c'est mon fils qui devait lui. Alors, en somme donc, voici une liste des 12 principaux changements demandés donc, à l'homme et à la femme. Alors, les hommes voudraient que les femmes parlent moins souvent. Si vous voulez noter ça, ça peut vous intéresser, ça peut vous aider. Parlent moins souvent. Soit moins émotive, se dépense plus physiquement, soit moins romantique, fasse l'amour plus souvent, s'occupe moins des autres, soit plus rationnel, s'occupe plus de leur carrière, reste plus souvent à la maison, soit moins sensible, plus ponctuel et se prépare plus rapidement quand il faut sortir. Bien sûr, ça il y a toujours des exceptions, c'est pas des vérités. Hein. Ça d'ailleurs c'est le livre de Gray, de John Gray, c'est un psychologue. Ouais. Les femmes voudraient, elles, à leur tour, que les hommes parlent plus souvent, soient plus émotifs, se dépensent moins physiquement, soit plus romantique, plus sensuel, moins génital, s'occupe plus des autres, plus spontané, soit s'occupe plus de leur famille, sortent plus souvent, montrent plus de compassion, se montrent moins pressés et se préoccupent plus de leur hygiène. En comparant un à un les désirs des hommes et des femmes,
on a vraiment l'impression d'assister à une bataille rangée où chacun essaie de démontrer à l'autre qu'il a raison d'être comme il est et que l'autre doit changer. Et que s'il ne le fait pas, c'est qu'il est de mauvaise foi ou qu'il n'a pas autant d'amour qu'il veut bien le dire. Tous deux croient que tout était question d'amour ou de volonté, ne sachant pas qu'il existe des différences de nature pouvant expliquer ces différences et les difficultés de communication qui s'ensuivent. De mots? Oui. Voilà. Tout ça, c'est pour vous montrer que, en fait, qu'il y a des différences qui sont là, biologiques, hormonales, anatomiques, etc., qui montrent que, en fait, qui sont là qui peuvent expliquer certains comportements et bien sûr les différentes attitudes différentes et les besoins différents des deux sexes. Voilà, j'ai fini. À vous de, si vous voulez qu'on en discute. Merci Bouchra pour l'information, la richesse de l'information. J'apprécie la deuxième partie où vous parlez de la différence entre l'homme et la femme, ce que l'homme attend de la femme et vice-versa. Donc c'est intéressant. Moi, j'ai pas de questions pour les autres. Si vous avez des questions, discussion, marhaba. C'est pas obligatoirement des questions, mais si vous connaissez des expériences, des cas, vous recevez des cas, une discussion, quoi. Une discussion de Bouchra, nécessairement les vous avez parlé d'un élément très important, c'est qu'il y a une règle générale, mais qui ne s'applique pas chez pour tout le monde. Il y a la règle générale, mais ça diffère. Vous pouvez trouver des femmes qui ont le comportement d'un homme et vice-versa. Donc, mais généralement, en règle générale... C'est pas des généralités. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est pas une vérité générale, mais ça peut nous aider à comprendre. L'attitude. Quand, par exemple, on a une femme qui s'entend plus avec son mari, et pourquoi? Parce que ça communique, généralement parce qu'il y a un problème au niveau de la communication, généralement. Exactement. Eh ben, si la femme, ou là, je ne sais pas, celui qui vous consulte, vous lui expliquez comment ça marche une femme, ça peut l'aider à comprendre l'autre et à être disons, plus indulgent. Tout à fait. Ouais. Et à chercher à se... Et à chercher, par exemple, une femme, elle est tout le temps en train, bon, elle vient parce qu'elle est presque en rupture, parce que ça communique pas, parce que tout le temps, ils sont en train de se chamailler sur les trucs d'Eldar, les trucs d'Eldar, tout ça. Eh ben, si tu lui poses la question, alors, raconte-moi, quand ton mari, quand vous rentrez du boulot, comment ça se passe? Qui c'est qui va vers le premier? Qui c'est qui parle en premier? Et quand tu lui parles, qu'est-ce que tu lui dis? Comment il te répond? Ça peut expliquer le fait que, par exemple, elle va pas lui laisser un temps où il va se replier sur lui-même, elle va pas respecter ça. Et le fait aussi qu'elle va commencer euh, par exprimer. Elle a envie d'exprimer ses émotions. Par exemple, elle a eu des problèmes avec les enfants, ou là, elle a eu un problème au boulot, ou là, elle se sent pas bien, ou là, elle veut lui exprimer ça. Mais lui, quand quand sa femme va lui exprimer ça, c'est pour lui, il est en train de chercher la solution. Et lui, il est en train de chercher il doit chercher la solution. Il n'a pas de solution. Donc, elle va le mettre en échec. Exactement. Alors, comment il va faire? Il va se défendre. Comment? Il va lui dire, ouais, tu dis, après, c'est quelqu'un qui va partir. Donc, il y a des situations, on peut attirer ça peu trop. Très comment?